Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à la bonne nouvelle qui vient de tomber pour nos amis palestiniens et particulièrement pour ceux qui habitent Gaza. Le cessez-le-feu vient d'être signé entre le Hamas et Israël. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, pour cette vidéo, on va s'appuyer premièrement à l'actualité telle qu'elle a été donnée par France 24. On va la regarder et ensuite on va la commenter. Après plusieurs tentatives échouées, un accord de cessez-le-feu enfin arraché à Gaza. Ces dernières semaines, les pourparlers se sont accélérés en raison de plusieurs grands changements. Aux États-Unis d'abord, le retour imminent de Donald Trump a changé la donne. Le président américain élu a récemment exigé la libération des otages israéliens et mis la pression en envoyant Steve Witkoff, son nouvel émissaire dans la région, pour accélérer les pourparlers. Je ne veux pas perturber vos négociations, mais si ces otages ne sont pas revenus avant que j'arrive en fonction, ce sera l'enfer comme jamais auparavant au Moyen-Orient. Une méthode qui semble avoir porté ses fruits. L'accord entrera en vigueur la veille de l'investiture du président Trump. Il ne fait donc aucun doute qu'il y a un effet Trump. De nombreuses personnes à qui je parle en Israël diraient que l'homme politique le plus populaire en Israël est Donald Trump, ce qui lui donne une certaine influence sur le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou, plus enclin à négocier, aussi en raison de la situation au sein de son gouvernement. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux ministres d'extrême droite les plus hostiles à l'accord, ont perdu en poids politique car de nouveaux partis en faveur d'une trêve ont rejoint la coalition. Les membres les plus extrémistes du gouvernement ne peuvent désormais plus bloquer les décisions du cabinet sécuritaire qui a donc approuvé le texte. L'extrême droite israélienne aurait toutefois obtenu des concessions et notamment négocié un soutien des États-Unis pour une future annexion par Israël de la Cisjordanie occupée. Donc voilà, nous venons d'avoir la présentation de cette information par France 24. France 24, c'est la voix de la France à l'étranger. Et maintenant, nous allons la commenter. Mais avant ça, permettez-moi de vérifier juste quelque chose que j'avais vu hier. C'était une personne qui donnait les détails sur les cessez-le-feu et sur les négociations. Parce que ce n'est pas tout à fait le même son de cloche que nous avons entendu sur ce résumé. Oui, on a ici la sensation de vivre les dernières heures des négociations. Le Qatar, vous le disiez, parle de stade final. Vraisemblablement, l'accord est là et désormais, il reste quelques détails à régler pour pouvoir l'annoncer. On parle d'heures ou de jours pour l'imminence de cet accord. Alors, c'est vraisemblablement la pression américaine qui a permis que ces négociations aboutissent enfin, puisque le dernier accord de cessez-le-feu, c'était il y a 14 mois. Désormais, avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, il y a eu des nouveaux personnages dans la région. Cet envoyé de Trump pour le Proche-Orient qui a plus expressément menacé les Israéliens si cet accord n'aboutit pas. La pression sur le Hamas était aussi très forte depuis plusieurs semaines. Et cette question du jour d'après à Gaza, elle est dès à présent évoquée. On l'a entendu hier notamment dans les prises de parole d'Anthony Blinken, puisqu'Anthony Blinken a dit que l'autorité palestinienne devrait à l'avenir reprendre le contrôle de la bande de Gaza, mais que pour l'instant, il devrait y avoir une force internationale de sécurité à Gaza pour l'imminence de l'après-guerre. Et ce territoire devrait être placé sous la responsabilité de l'ONU. C'est ce qu'a dit hier soir le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Donc voilà, à la lumière de ces deux séquences successives, je vous rappelle que la deuxième séquence date de avant l'annonce officielle du cessez-le-feu. Et donc, avant l'annonce du cessez-le-feu, vous voyez déjà que le ton de Blinken a radicalement changé. Mais comme l'a dit cette reporter qui se trouve, je pense, au Moyen-Orient, la chose qui a changé, c'est l'émissaire, non pas des États-Unis, de Donald Trump, qui a menacé les Israéliens. Chose qu'on ne reprend pas dans ce que nous allons analyser maintenant. Notez bien le traitement de l'information maintenant que le cessez-le-feu est acté. Comment on présente l'information. Après plusieurs tentatives échouées, un accord de cessez-le-feu enfin arraché à Gaza.
Ces dernières semaines, les pourparlers se sont accélérés en raison de plusieurs grands changements. Aux États-Unis d'abord, le retour imminent de Donald Trump a changé la donne. Le président américain élu a récemment exigé la libération des otages israéliens et mis la pression en envoyant Steve Witkoff, son nouvel émissaire dans la région, pour accélérer les pourparlers. Je ne veux pas perturber vos négociations, mais si ces otages ne sont pas revenus avant que j'arrive en fonction, ce sera l'enfer comme jamais auparavant au Moyen-Orient. Ici, vous avez vu, c'est un parti pris de la rédaction de France 24, et donc c'est un parti pris français, de montrer cet accord et surtout de dire que cet accord s'est matérialisé parce que Donald Trump a décidé de mettre une très forte pression que sur le Hamas. Alors que ici, dans la séquence qu'ils ont choisie, il ne s'agit pas du Hamas. Il dit au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est tout le Moyen-Orient. Il leur dit que si l'accord n'est pas matérialisé ou si on ne trouve pas d'accord, ça va être de la catastrophique pour eux tous. Et donc tout le monde a intérêt à ce que cet accord soit trouvé. Et donc là, il donne du poids à ceux qui organisent ces négociations. Parce que contrairement à avant, où, on vous rappelle ici, les Occidentaux habituels, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, donnaient un soutien inconditionnel à Israël et donc permettaient à Netanyahou de torpiller les accords de cessez-le-feu. Ici, ce n'est plus la même chose. On fait comprendre à tout le monde que, y compris Israël, vous avez intérêt à ce que l'accord soit trouvé parce qu'après, ça va être la cata pour tout le monde. Donc, y compris Israël elle-même. Et surtout, ce qu'il y a de bien, et ce qu'il refuse de montrer ici, c'est ce que la dame a dit. L'émissaire de Donald Trump n'a pas hésité à menacer les Israéliens si jamais ils refusaient cet accord. Et chose que ici aussi il ne montre pas et que je veux vous montrer maintenant, c'est que Trump n'est pas allé par le dos de la cuillère. Trump a retweeté une vidéo de Jeffrey Sachs qui montre comment les faucons utilisent les conflits pour faire de l'argent aux États-Unis et pour relancer les États-Unis, et aussi les implications de Netanyahou dans les différents conflits auxquels ont participé les Américains. Et surtout, il dit, c'est que dans cette vidéo que Trump a choisi de retweeter, Jeffrey Sachs insulte Benjamin Netanyahou de fils de. Le compte Twitter de Donald Trump a retweeté cette vidéo il y a quelques jours, avant que l'accord ne soit matérialisé. Et je vais vous mettre en parallèle la vidéo retweetée par Donald Trump et c'est à quoi cette vidéo renvoie pour vous montrer que Donald Trump a fait comprendre à Netanyahou ce que je vous avais déjà dit ici avant, que Donald Trump serait sans doute celui qui va faire plier Netanyahou pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que cette histoire s'arrête, parce que la guerre, cette manière de faire, n'est pas compatible avec sa manière à lui de gouverner. Beaucoup ne m'avaient pas cru, mais avant même que Trump n'arrive à la présidence, on voit se matérialiser quelque chose que l'on n'a pas vu possible durant tout le mandat de Joe Biden. Et vous voyez les positions d'Anthony Blinken dans la deuxième vidéo où Anthony Blinken dit que ce n'est pas Israël qui va administrer Gaza, c'est l'ONU. Ça veut dire que maintenant que Trump a fait comprendre à Benjamin Netanyahou et à ses alliés qu'ils n'ont pas le choix, soudainement Blinken commence à changer de discours. Souvenez-vous, avant, avez-vous attendu une seule fois Blinken tenir une telle position face à Israël? Il venait toujours nous servir ici les mêmes bêtises que ce qu'on a attendu dans la bouche des députés français, et on rappelle ici la présidente de l'Assemblée nationale, le soutien inconditionnel. Est-ce que vous attendez encore parler du soutien inconditionnel ici? Enfin, voici le tweet qu'a publié Donald Trump, et ensuite je vous mettrai la vidéo. Et ensuite je vous mettrai ce à quoi renvoie cette vidéo. Mais avant ça, juste pour vous montrer que le ridicule ne tue pas et que ces gens-là n'ont pas honte, Joe Biden va se faire questionner sur à qui attribuer l'aboutissement de cet accord.
et il va dire que c'est une blague. Soi-disant, il veut se l'attribuer à lui. Alors que nous voyons bien que la chose qui a changé, c'est l'arrivée de Trump et non de lui. Écoutez. Thank you. Books credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. Thanks, sir. Qui sur Terre peut encore croire que si jamais cet accord de cessez-le-feu a été trouvé, c'est grâce à Biden? Biden qui a dit de sa propre bouche qu'il n'y a aucune administration qui ait autant fait pour Israël que lui. Ensuite, voilà le tweet que Trump a retweeté et qui servait de message aux Israéliens pour leur faire comprendre que le règne de Netanyahou à la Maison-Blanche était fini. C'est dans cette vidéo que Jeffrey Sachs insulte Netanyahou de fils d'eux et dit que c'est lui qui est derrière la plupart des conflits auxquels ont participé les Américains au Moyen-Orient. Alors ici c'est en anglais, mais je vous ai traduit la vidéo et je vous la mettrai et vous comprendrez. This is a game, and it's a game of narrative. Why did the U.S. invade Iraq in 2003? Well, first of all, it was completely phony pretenses. It wasn't, oh, we were so wrong, they didn't have weapons of mass destruction. They actually did focus groups in the fall of 2002 to find out what would sell that war to the American people. Abe Schultzky, if you want to know the name of the PR genius. They did focus groups on the war. They wanted the war all the time. They had to figure out how to sell the war to the American people, how to scare the shit out of the American people. It was a phony war. Where did that war come from? You know what? It's quite surprising. That war came from Netanyahu, actually. You know that? It's weird. And the way it is that Netanyahu had from 1995 onward the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a, sorry to tell you, because he's gotten us into endless wars, and because of the power of all of this in the U.S. politics, he's gotten his way. But that war was totally phony. So what is this democracy versus dictatorship? Come on, these are not even sensible terms. Et dans cette vidéo, Jeffrey Sachs parle de Benjamin Netanyahu, c'est qu'il nous renvoie à cette vidéo où nous voyons ceci. Our purpose was to document the event. Now that we, along with the FBI, have determined Israeli intelligence did indeed have advance warning of the September 11 attacks, the question is why didn't they pass on this information to the United States to prevent the mass murder of 3,000 American citizens on US soil? Well, let's start with Omer Mameri, one of the arrested Israeli intelligence officials who explained to the FBI why he viewed the 9/11 attacks in a positive light. He said, Israel now has hope that the world will now understand us. Americans are naive, and America is easy to get inside. There are not a lot of checks in America, and now America will be tougher about who gets into their country, end quote. On the surface, this is certainly an odd way to equivocate the deaths of 3,000 Americans with something positive. But it makes sense from a motive point of view when you consider what Netanyahu told an Israeli newspaper. He said, we are benefiting from the attack on the Twin Towers and Pentagon and subsequent war in Iraq because it has swung American public support in our favor, end quote. On n'a jamais présenté Netanyahou comme ça, comme quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis comme quelque chose de bénéfique pour lui. Jamais dans les publications françaises ou américaines, à part quelques-uns comme ici, on a présenté Netanyahou comme ça, comme Jeffrey Sachs le présente. Et regardez la suite. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יחליאו. אז שאם אנחנו עושים את זה משהו, אז הם... יש כזה, אז נניח שהם עושים משהו.
Voilà. Quand on lui disait que les propos qu'il avait tenus étaient scandaleux et que c'était peut-être dangereux et que les Américains seraient mécontents de savoir ce qu'il a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit que les Américains sont facilement manipulables et que de toute manière, désormais, les Américains étaient avec eux. Et c'est ce à quoi Trump a voulu renvoyer Benjamin Netanyahou et la société israélienne. C'est ce à quoi ils les ont renvoyés, pour qu'ils comprennent bien que la fête est finie. Ou en tout cas que ce que l'administration Biden faisait ne sera pas fait sous son mandat. Et que les choses seront autrement. Et ce n'est pas fini. Israel's motive in withholding intelligence regarding the September 11 attacks was also made obvious in 2002, when Israel began aggressively pressuring the United States to invade Iraq, an Arab country that had absolutely zero involvement with 9/11. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. I think the choice of Iraq is a good choice. It's the right choice. Voilà. Ici, vous avez l'influence de Benjamin Netanyahou, comment il a conduit les États-Unis à démolir le Moyen-Orient. Parce qu'il a théorisé que, soi-disant, si on attaquait l'Irak, ça allait avoir des répercussions positives pour le Moyen-Orient. Je ne sais pas où ils sont. Il a sans doute soutenu ce qui s'est passé en Libye. On n'a pas vu les répercussions positives pour personne. Il a sans doute soutenu, selon beaucoup d'entre vous, vous le dites ici, l'État islamique contre Bachar al-Assad. On n'a pas vu les répercussions positives. Et nous voyons aujourd'hui que la Syrie maintenant va être dirigée par des anciens membres d'Al-Qaïda. Et on vous rappelle que durant l'administration Biden, ce qui devait être le règlement de compte contre le Hamas pour le 7 octobre s'est transformé en un conflit contre la Syrie, la Libye et, bien évidemment, dans sa bouche à lui, l'axe du mal avec l'Iran en priorité. Et que sans doute, l'administration Trump lui fait comprendre que ce discours, l'époque où il voulait matérialiser cette chose-là est finie. Et que désormais, Israël va attendre une prochaine administration qui sera plus enclin à l'aider à faire ce genre de choses pour agir. Revenons à la vision que les Français veulent donner à ce cessez-le-feu. Une méthode qui semble avoir porté ses fruits. L'accord entrera en vigueur la veille de l'investiture du président Trump. Il ne fait donc aucun doute qu'il y a un effet Trump. De nombreuses personnes à qui je parle en Israël diraient que l'homme politique le plus populaire en Israël est Donald Trump, ce qui lui donne une certaine influence sur le Premier ministre israélien. Ce qui est tout à fait possible, parce que bien qu'en France, les BFM TV, les LCI ne remettent jamais en cause la politique de Netanyahou et pensent que ce que Netanyahou fait est bon, il y a quand même de temps en temps, nous apercevons qu'il y a une bonne partie de la société israélienne qui est contre Netanyahou. Et nous savons aussi que Netanyahou est quelqu'un qui a, comme Sarkozy, est englué dans des affaires internes dans son pays. Et judiciairement, c'est quelqu'un qui est poursuivi en justice par son pays. Et donc, quand on prend ça, quand on prend en plus en compte le fait que lui et son gouvernement d'extrême droite ont successivement torpillé toutes les possibilités, toutes les chances d'avoir un cessez-le-feu et de régler ce conflit autrement, bien évidemment, vous voyez que celui qui vient mettre la pression pour que on puisse enfin avoir un cessez-le-feu, la libération des otages et le retour des morts, bien évidemment, est bien plus populaire et bien mieux accueilli et bien plus considéré que Netanyahou, et encore plus que ces extrêmes droites qui sont ses alliés. Benjamin Netanyahou, plus enclin à négocier, aussi en raison de la situation au sein de son gouvernement. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux ministres d'extrême droite les plus hostiles à l'accord, ont perdu en poids politique, car de nouveaux partis en faveur d'une trêve ont rejoint la coalition.
Les membres les plus extrémistes du gouvernement ne peuvent désormais plus bloquer les décisions du cabinet sécuritaire qui a donc approuvé le texte. L'extrême droite israélienne... Voilà. Soudainement, alors que Biden s'en va, et donc l'influence de Netanyahou à la Maison-Blanche s'amenuit, l'extrême droite israélienne pèse de moins en moins lourd dans les décisions politiques. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, le poids de Netanyahou sur l'administration de Trump étant beaucoup plus faible, Netanyahou, soudainement, lui aussi, commence à perdre de son influence dans la société israélienne. Et surtout, il y a aussi d'autres faits que je ne sais pas si ça vous a été rapporté ou pas, comme c'est que j'ai relevé ici. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre position contre le conflit à Gaza. Des soldats israéliens refusent de combattre pour leur pays dans cette guerre qui dure depuis 15 mois, affirmant avoir vu des actes qui vont à l'encontre de toute éthique. Le groupe à l'origine de ce mouvement de rejet tente de gagner du terrain en organisant une rencontre pour obtenir plus d'adhésion. Voilà. Des vérités commencent à sortir sur ce qui se passe au front, sur le laxisme, sur ce qu'on autorise les soldats israéliens à faire au front. Donc, la barque, ou en tout cas le bateau Netanyahou, est en train de prendre l'eau de toutes parts. Lorsque les autorités israéliennes disent que des maisons sont incendiées, que des destructions sont infligées pour des raisons militaires, elles essaient juste de se justifier, mais en réalité, elles n'en savent rien, parce que sur le terrain, les soldats ont une grande liberté d'action, ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent et ils n'auront pas de compte à rendre. Quand mon commandant m'a dit de brûler une maison, il ne l'a pas fait parce qu'il pensait que cette maison était exploitée à des fins terroristes, il l'a fait parce qu'il était indifférent à la vie des Palestiniens. Voilà. Et donc, avec des vérités comme ça qui sortent, il devient de plus en plus difficile à la société civile israélienne de continuer à manger le narratif de Netanyahou. Et après 15 mois de conflit, l'armée, elle aussi, est fatiguée. Et donc, il y a une convergence de causes qui font que Netanyahou ne peut qu'être contraint d'accepter cet accord. L'administration Biden, eux aussi, veulent rattraper le coup parce que Netanyahou est parti trop loin. Et Trump est catégorique. Pour lui, il ne veut même pas avoir à régler cette histoire, à parler de cette histoire quand il sera à la Maison-Blanche. Et vous voyez, contrairement à ce que les gens croyaient que Trump, il allait réussir à imposer un cessez-le-feu ou à imposer la paix aux Russes, on voit bien qu'il a bien plus de marge de manœuvre avec les Israéliens. Là où nous avons vu tout l'Occident dire qu'il n'avait pas de marge de manœuvre avec les Israéliens, qu'il en a avec les Russes. Là où tout l'Occident disait qu'il va venir figer la ligne de fond. Parce que contrairement à la Russie, Benjamin Netanyahou dépend entièrement de l'aide occidentale et donc dépend entièrement de Trump. Et que contrairement à ce qu'on nous a fait croire ici pendant des mois et des mois, Netanyahou n'a fait ce qu'il a fait que parce qu'il était soutenu de façon inconditionnelle par tous ces gens que nous n'aimons pas en Occident, en particulier l'administration Biden. L'extrême droite israélienne aurait toutefois obtenu des concessions et notamment négocié un soutien des États-Unis pour une future annexion par Israël de la Cisjordanie occupée. Ça encore, c'est l'une de positionnement des médias français. Et ça a sans doute été choisi par la ligne éditoriale de France 24. Ils ne veulent pas présenter ce cessez-le-feu comme l'échec de Benjamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite. Non. Ils veulent quand même leur permettre de dire qu'ils ont sauvé la face. Que si jamais ils ont accepté ce cessez-le-feu, ce n'est pas pour le bien des Israéliens, ni pour le bien des gens de Gaza. C'est parce que Trump et son administration vont sans doute accepter d'aider Israël dans son annexion de la Cisjordanie. Ce qui concrètement pourrait mener à un deuxième conflit, ce que Trump n'aime pas. Et donc moi ici, tant que je n'aurai pas vu les Américains soutenir comme l'administration Biden
et des députés français, ou en tout cas les sionistes français ont fait, tant que je ne les verrai pas soutenir l'action d'Israël en train d'annexer la Cisjordanie, je préfère ne pas y croire. Et je préfère voir ça comme de la propagande pro-sioniste de la part de France 24. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.